Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des La première galères. fois que j'ai compris à quel point une voiture peut être française, ce n'était pas sur une carte postale de la Tour Eiffel. C'était sur une aire d'autoroute, un soir de pluie. Quand un C4 première génération s'est garé à côté de moi, la carrosserie brillait comme un couteau mouillé. Le conducteur a ouvert la porte, a posé un sac de fast-food sur le siège, et là, l'odeur de mayonnaise tiède et de café renversé a envahi l'habitacle comme une vérité gênante. La scène était dégoûtante, oui, mais aussi étrangement satisfaisante. On y était. La France réelle. Pas la France des films. La France des kilomètres, des ronds-points, des péages, des vies qui courent. Et au milieu de ce petit chaos quotidien, cette voiture avait un truc, presque arrogant. Comme si elle disait « Je ne suis pas belle pour te plaire, je suis belle pour exister ». Parce que voilà le contraste. Le Citroën C4 2004-2010, ce n'est pas seulement une compacte, c'est une réponse, une riposte, un pari lancé à la France elle-même, au moment où tout le monde demandait à l'automobile d'être raisonnable, lisse, rentable, interchangeable, alors que Citroën avait encore, au fond des veines, une autre maladie, l'envie d'être différent, même quand ça dérange. Et pour comprendre pourquoi ce C4 a fini par devenir culte chez lui, il faut remonter à une époque où le pays cherchait une voiture, comme on cherche une paire de chaussures, pas pour rêver, mais pour tenir debout. Au début des années 2000, la France roule beaucoup, pas forcément vite, pas forcément loin, mais constamment. C'est un pays de trajets. On traverse une zone artisanale, on avale un rond-point, on se gare au millimètre devant la boulangerie, on remonte des embouteillages, de périph' en serrant les dents. La voiture, ici, ce n'est pas un jouet. C'est une extension du quotidien. Elle doit être compacte, parce que les villes sont étroites, et les parkings cruels. Elle doit être confortable, parce que les routes secondaires sont une mosaïque de bosses et de raccords. Elle doit être sûre, parce que la peur de l'accident bête colle à la peau, surtout quand on transporte des enfants, un collègue, ou simplement soi-même à 6 heures du matin. Et pourtant, il y a une contradiction française. Le conducteur veut de la prudence, mais il veut aussi du caractère. Il veut une voiture qui n'a pas l'air d'avoir été dessinée par un tableur. Il veut du style, mais pas ostentatoire. De l'audace, mais pas ridicule. Un équilibre impossible. Et c'est exactement là que Citroën a toujours été le plus vivant. À ce moment-là, Citroën a une histoire dans le rétro, et un problème devant le capot. L'histoire, c'est celle d'une marque qui a osé l'inconfortable. Des formes bizarres, des idées qui font rire avant de faire école, des voitures qui paraissent parfois venues d'un autre monde, mais le problème, c'est le présent. Le segment des compacts est un champ de bataille. Les rivales sont solides, efficaces, rassurantes. On n'achète pas seulement une voiture, on achète une réputation de fiabilité, une image, un statut social miniature. Et Citroën, dans ce territoire, doit prouver qu'elle peut être désirable sans renier son ADN. Le prédécesseur, la X-Sara, a fait le job. Elle a transporté des familles, des commerciaux, des étudiants, des outils, des poussettes, des sacs de course, mais elle n'a pas laissé une cicatrice émotionnelle. Elle a été utile, pas mythique. Or, pour une marque comme Citroën, l'utilité ne suffit jamais très longtemps. Il faut une signature. Une chose qui fait que, des années plus tard, quelqu'un dira « Tu te souviens de celle-là » Et dans les bureaux, dans les couloirs où l'on parle de plateformes, de coûts, de parts de marché, une question tourne comme « Une pièce sur une table. Comment créer une compacte grand public ?» qui est quand même le goût du risque. Le besoin du C4 naît d'un double étau. Le premier étau est économique. La compacte est le cœur du marché. Si tu rates ce segment, tu saignes. Les volumes, l'image, la présence dans les rues, tout se joue là. La voiture doit plaire à ceux qui comparent les mensualités, qui font des listes, qui lisent les lignes en petit. Elle doit être rationnelle. Le deuxième étau est culturel. En France, la voiture est un objet de conversation. On juge,
on commente, on se moque, on admire, on te colle une étiquette. Et Citroën sait qu'elle ne peut pas gagner en imitant simplement les autres. Parce que si elle devient comme tout le monde, elle perd ce qui la rend Citroën, alors le besoin exact, le besoin presque cruel, c'est ceci. Faire une voiture qui n'humilie pas le conducteur en le rendant ordinaire. Tout en ne l'effrayant pas par une extravagance incompréhensible, et là, Citroën observe une vérité simple. Une vérité que tout le monde ressent mais que peu de marques osent dire. La France des années 2000 est fatiguée. Fatiguée des journées trop longues, des budgets serrés, des routes encombrées, des voitures qui se ressemblent. Les gens veulent un cocon, un refuge roulant, quelque chose qui amortit la vie. Mais ils veulent aussi un petit frisson. Pas celui de la vitesse, non, celui de la différence. Le futur C4 doit donc être une voiture qui protège et qui provoque. Protège. Par la sécurité, la tenue de route, le sentiment d'être entouré, la facilité à vivre, provoque, par des détails qui déclenchent des réactions, par un intérieur qui ne ressemble pas aux autres, par une silhouette qui accroche l'œil dans une rue grise. C'est là qu'apparaît la première image mentale, presque une scène de film, qui va hanter l'identité du C4. Un conducteur qui rentre, tard, sous la pluie, et qui s'assoit dans une cabine lumineuse, différente, presque futuriste, pendant que dehors, tout est banal. Un contraste entre le monde extérieur, froid et humide, et l'habitacle, chaud, organisé, étrange, sauf que ce désir a un prix, parce que l'originalité, dans une voiture vendue à des centaines de milliers de gens, n'est pas une robe de défilé, c'est un pari industriel, un pari sur la tolérance du public. Et le public français, il a une particularité. Il adore critiquer les voitures françaises, mais il les défend dès qu'un étranger les attaque. C'est une relation toxique, passionnelle, presque familiale. Citroën doit donc créer un objet suffisamment audacieux pour être aimé, et suffisamment logique pour ne pas devenir une blague nationale. Et c'est ici que la tension monte, doucement, parce qu'une compacte, ce n'est pas censé être un manifeste. Ce n'est pas censé avoir une philosophie, c'est censé être un achat raisonnable. Et pourtant, Citroën va s'apprêter à glisser un poison délicieux dans le verre d'eau. Imagine le contexte dans les rues. Les compacts se multiplient, les lignes se standardisent, les tableaux de bord deviennent interchangeables. Les voitures commencent à ressembler à des appareils électroménagers, pratiques, certes, mais sans âme. Et Citroën, qui porte encore le fantôme de ses grandes audaces passées, refuse intérieurement ce destin. Le besoin du C4 est aussi un besoin d'orgueil. Rappeler que la marque peut encore surprendre, pas avec une supercar inaccessible, mais avec une voiture que l'on voit devant les écoles, sur les parkings de supermarchés, sur l'autoroute, des vacances, chargée à craquer, une voiture populaire, mais avec un détail qui fait parler. Et ce détail, Citroën le pressent. Il ne faut pas seulement dessiner une belle carrosserie, il faut inventer une expérience. Quelque chose qui, quand tu t'assois au volant, te donne l'impression de changer de pièce, comme si tu quittais la cuisine pour entrer dans un cockpit. Parce que l'intérieur, c'est l'endroit où naît l'attachement. Le conducteur peut oublier la forme des feux arrière, mais il n'oubliera pas ce qu'il voit chaque matin. Il n'oubliera pas la sensation de tenir le volant, la façon dont le tableau de bord lui parle, la manière dont la voiture l'accueille ou le repousse. L'intérieur, c'est là que se construit le culte. Et voilà le twist discret. Le C4 ne naît pas seulement pour battre des rivales. Il naît pour conquérir un territoire émotionnel. Citroën veut que la voiture soit un petit théâtre, que chaque trajet, même le plus banal, même celui qui sent le sandwich oublié sous le siège, devienne une scène. Mais une autre ombre plane, la peur du trop original. Rejet, trop raisonnable. Oubli. Et l'oubli, pour une marque comme Citroën, c'est pire que le rejet. Une voiture critiquée existe, une voiture oubliée meurt. Alors, dans les discussions, une idée s'impose. La voiture devra avoir une personnalité visible, mais aussi des solutions concrètes. Elle devra être un outil sérieux, avec une pointe de folie contrôlée, une folie emballée dans du pragmatisme. Et c'est là que l'époque, sans le savoir, prépare la légende. Parce que les voitures cultes ne naissent pas quand tout va bien. Elles naissent
quand il y a une tension entre ce qu'on demande et ce qu'on désire. Elles naissent dans les contradictions. La France demande une compacte sûre, confortable, bien équipée, moderne. Citroën entend ça. Mais Citroën entend aussi autre chose, plus bas, plus profond, presque honteux. Donne-moi un objet qui me ressemble. Donne-moi une voiture que je défendrai quand on se moquera. Donne-moi un truc que je pourrais aimer malgré ses défauts. Et c'est exactement comme ça que commence une histoire culte. Non pas par la perfection, mais par la promesse d'un caractère. Alors le besoin du C4 devient une sorte de formule dangereuse. Créer une voiture capable d'être vendue à grande échelle, tout en gardant un cœur d'artiste. Une voiture qui assume d'avoir des angles, des idées, des choix qui ne plaisent pas à tout le monde, parce que ce qui est lisse ne marque pas, ce qui dérange parfois devient une madeleine. Et pendant que les ingénieurs, les designers, les responsables produits commencent à tracer des lignes, à empiler des contraintes, à mesurer des millimètres et des euros, une vérité s'impose. Le C4 devra être une compacte qui fait parler, pas forcément en bien, pas forcément en mal, mais parler. Et au moment où cette décision invisible est prise, le futur C4 entre déjà dans sa destinée, celle d'un objet de rue, un objet du quotidien qui va finir par porter une part de l'identité française, avec ses contradictions, ses critiques et son amour secret pour l'audace. Car il y a une chose que Citroën comprend mieux que beaucoup. En France, on peut pardonner une bizarrerie. On peut même la chérir. Surtout si elle accompagne la vie réelle, les matins pressés, les enfants qui crient, les essuie-glaces qui grincent, les retours de vacances où l'habitacle sent la crème solaire et le plastique chauffé. Le C4 est demandé comme on demande un compagnon. Qu'il soit fiable, oui, mais qu'il ait une âme. Et maintenant que ce besoin existe, qu'il est clair, qu'il est presque douloureux, la vraie question arrive, tranchante. Comment fabriquer une compacte qui ose, sans se brûler? Ils ont donc décidé de la faire parler. Pas avec un slogan, pas avec une pub, avec des choix. Et là, tout change, parce qu'une fois que tu promets une voiture différente, tu ne peux plus te contenter d'aligner des pièces comme tout le monde. Tu dois inventer, ou au moins donner l'illusion d'inventer, sans te faire exploser en plein vol industriel. Dans les ateliers de conception, l'air a cette odeur sèche de plastique chauffé, de café trop fort et de papier imprimé, des murs couverts de silhouettes, de cotes, de schémas, et des phrases qui reviennent en boucle, comme des mantras. Coût, poids, qualité perçue, sécurité, délai. La créativité ici n'est pas une muse, c'est une négociation. On commence par l'invisible. L'architecture, la base, ce squelette qui déterminera tout le reste. Une compacte, c'est une équation. Empattement, voie, porte-à-faux, rigidité. Tout est millimétré. Chaque millimètre a un prix. Et chaque idée, géniale, a un effet domino. Elle peut forcer à changer un faisceau électrique, un support, une pièce de plastique, une procédure d'assemblage. Et à la fin, ce n'est plus une idée géniale, c'est un incendie. Sauf que l'équipe qui donne naissance au C4 n'a pas le droit de faire une voiture timide. On leur demande de rester Citroën. Et rester Citroën, ce n'est pas coller un logo sur une voiture standard. C'est faire une compacte qui a l'audace d'un concept, car, mais avec la discipline d'un produit de masse. Le premier champ de bataille, étonnamment, n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Parce qu'ils ont compris le poison délicieux dont je te parlais. Si tu veux créer un attachement, il faut que le conducteur sente, dès la première seconde, qu'il est dans quelque chose de spécial. Ils ont alors une idée qui paraît simple sur une feuille, mais qui devient un cauchemar dès qu'on la met dans le réel. Découper l'information, la mettre en scène, la hiérarchiser comme dans un cockpit. Pas un tableau de bord plat, banal, où tout est posé comme sur une étagère, mais un ensemble qui te parle. Et là arrive un choix presque provocateur. Un affichage central, digital, lumineux, et surtout, ce volant qui va déclencher des discussions. Dans des cuisines françaises pendant des années, le volant à moyeu fixe, ou en tout cas cette sensation que le centre reste stable, que les commandes ne bougent pas comme d'habitude, c'est un détail qui, dans une voiture, devient une philosophie, une manière de dire « je ne suis pas une compacte comme les autres ».
Je suis une Citroën qui joue au futur. Sauf que cette idée, c'est un test de courage. Parce qu'elle n'attaque pas seulement la concurrence, elle attaque les habitudes. Le conducteur moyen n'aime pas réapprendre. Il veut monter, tourner la clé, partir. Et pourtant, Citroën décide d'imposer une légère étrangeté, une mini-friction psychologique. Comme une épice trop forte dans un plat familier, c'est exactement le genre de truc qui peut devenir culte, ou être détesté. Et là, premier twist interne. Certains, dans l'équipe, veulent la sécurité de l'ordinaire. D'autres veulent l'audace totale. Et la voiture se construit au milieu de ce bras de fer, comme un enfant tiré par deux parents qui n'ont pas la même vision du monde. Alors, pour trancher, on fait ce qu'on fait dans l'industrie. On prototype. On met du scotch, du carton, de la mousse. On assemble des intérieurs qui ne ressemblent à rien. Des sortes de Frankenstein roulants. On installe des écrans, on tente des éclairages. Et surtout, on observe. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça fatigue? Est-ce que ça plaît? Il y a un moment, très spécifique, que les gens de l'automobile connaissent bien. Celui où tu crois avoir une bonne idée, et puis tu te rends compte que la bonne idée crée un nouveau problème. Tu mets un affichage digital. Il faut gérer la lisibilité en plein soleil. Tu changes l'ergonomie. Il faut rééduquer les réflexes. Tu ajoutes une commande. Tu dois l'industrialiser, la fiabiliser, la tester à la chaleur, au froid, à l'humidité, aux vibrations. Une voiture n'est pas un gadget. Une voiture vit dans la boue, dans la neige, dans la canicule. Elle subit les enfants qui donnent des coups de pied, les cafés renversés, les sacs qui frottent, les clés qui rayent, les années qui rongent, et pendant qu'ils s'acharnent sur l'habitacle, l'extérieur avance comme une seconde guerre. Parce qu'il faut une silhouette reconnaissable, mais pas grotesque. Une compacte doit être équilibrée. Si elle est trop basse, elle paraît agressive. Si elle est trop haute, elle paraît pataude. Si elle est trop lisse, elle disparaît. Si elle a trop de plis, elle vieillit mal. Le C4 doit avoir une présence, une manière d'occuper la route, de tenir sa place dans la circulation. Pas une présence premium, arrogante, une présence française, un mélange de sérieux et de caprice. Alors on sculpte, on affine, on cherche une signature lumineuse, une face avant qui soit identifiable dans un rétroviseur. Et là, au milieu des allers-retours, un autre dilemme surgit. Le C4 devra exister en deux silhouettes principales, et chaque silhouette raconte une histoire différente. Il y a la version qui se veut plus classique, plus consensuelle, celle qui rassure, et il y a l'autre, plus bizarre, plus controversée, celle qui fait tourner la tête et qui déclenche ce genre de phrase qu'on entend dans la rue, « J'aime pas, mais je regarde ». Et c'est ça, le deuxième poison délicieux. Citroën accepte l'idée qu'une partie du public dira non. Ils acceptent même l'idée que certains seront presque dégoûtés par certains choix. Parce que le dégoût, quand il est léger, quand il est mélangé à la curiosité, peut devenir une force. C'est une émotion qui colle. Elle ne s'efface pas comme l'indifférence. Pendant ce temps, dans les coulisses, l'ingénierie travaille comme une armée invisible. Une compacte, ce n'est pas que du design. C'est du confort, de la tenue de route, des bruits, des vibrations, des claquements. Le bruit d'une porte qui se ferme peut faire ou défaire la perception de qualité, la sensation du levier de vitesse, du frein, de l'accélérateur. Ce sont des détails qui, mis bout à bout, fabriquent la réputation. Et le C4 doit aussi porter une ambition claire, la sécurité. Les années 2000 sont une époque où les constructeurs se battent sur les étoiles, sur les tests, sur les images de crash qui passent à la télé. La peur de l'accident est devenue un argument de vente, presque indécent, presque voyeur. On veut montrer la tôle qui se froisse, les mannequins qui encaissent, comme si on vendait une promesse. Tu as le droit de vivre. Donc on renforce, on calcule, on simule, on fait des crash tests. Et ces crash tests, c'est une scène qui devrait être interdite aux sensibles. Une voiture neuve, parfaite, avec encore l'odeur d'usine, projetée contre une barrière, écrasée, déformée, sacrifiée, c'est violent, c'est fascinant, c'est presque obscène. Et pourtant, c'est là que se construit la confiance. Il y a aussi le confort, cette obsession française, pas seulement le confort des sièges, mais le confort mental. Une voiture qui ne te fatigue pas, qui ne te punit pas. Et Citroën, historiquement,
a ce goût pour l'amortissement, pour la douceur relative, pour l'idée que la route ne doit pas te casser le dos. Donc on règle les trains roulants. On cherche un compromis entre dynamisme et moelleux. On fait des essais sur route défoncée, sur autoroute, sur pavé. On écoute les bruits parasites. On chasse les vibrations comme on chasse des insectes dans une chambre la nuit. Tu sais qu'ils sont là, tu les entends, et tu ne peux pas dormir tant qu'ils n'ont pas disparu. Et c'est là qu'arrive un twist plus sombre, plus humain. La fatigue des équipes, les nuits tardives, les matins trop tôt, les réunions où l'on se bat pour un bouton, pour une matière, pour un millimètre. Parce qu'une voiture, avant d'être un objet de passion, est un objet de compromis. Et chaque compromis laisse une cicatrice. Il y a des scènes presque absurdes. Des gens très sérieux, très diplômés, qui passent 1 heure à discuter du clic d'une commande. Pas parce qu'ils sont maniaques, parce que ce clic va être entendu des millions de fois, parce que ce clic va vivre plus longtemps qu'eux dans la mémoire du conducteur. La question du moteur et des versions devient aussi un terrain glissant. Il faut couvrir des besoins très différents. Des conducteurs qui veulent juste une voiture économique pour aller travailler et autres qui veulent un peu plus de répondants, un peu plus de plaisir. Il faut des choix qui soient compréhensibles dans un catalogue et qui soient fabricables sans chaos. Le C4 doit être moderne, mais accessible. Moderne, ça veut dire équipement, électronique, aide à la conduite, confort de climatisation, insonorisation, qualité perçue, accessible, ça veut dire pas une usine à gaz fragile, pas un coût d'entretien qui fait fuir, pas une complexité qui transforme le garage en salle d'opération. Et là, l'équipe fait un pari. L'électronique sera plus présente, plus visible. Les écrans, les informations, la sensation de technologie, c'est excitant. C'est aussi dangereux, parce qu'à cette époque, l'électronique dans l'automobile est encore un terrain où les pannes peuvent devenir légendaires dans le pire sens du terme. Tu peux avoir une voiture géniale et être ruiné par une réputation de bugs, donc ils testent jusqu'à l'obsession. Des kilomètres, des cycles, des températures extrêmes, des portes ouvertes et fermées des dizaines de milliers de fois, des boutons pressés jusqu'à l'usure. Et pendant que ces tests se déroulent, l'équipe marketing commence déjà à imaginer la scène publique. Comment présenter cette voiture pour que sa différence devienne une promesse, pas une menace? Parce que la différence, il faut la raconter, et si tu la racontes mal, elle devient une faute. Alors on travaille aussi sur l'image, sur l'idée de modernité, de style, d'audace. On veut un C4 qui soit chic sans être snob. Un C4 qui puisse être la voiture d'un jeune actif, comme celle d'une petite famille. Une voiture capable d'être vue dans les rues de Paris comme dans une petite ville de province, sans paraître déplacée. Mais le plus grand piège, c'est que plus la voiture avance, plus elle devient réelle, plus la pression monte. Parce qu'une fois que les décisions sont figées, il n'y a plus de retour facile. Le moule est fait. La chaîne de production s'adapte, les fournisseurs produisent, et à ce moment-là, un simple défaut de conception peut devenir une catastrophe, ce qui fait que l'atmosphère, dans les dernières phases, a quelque chose d'étrange. Un mélange d'excitation et de peur. Comme juste avant d'ouvrir le rideau au théâtre. Tu crois en ton spectacle. Mais tu sais aussi que le public peut te huer. Et c'est là, dans cette tension, que Citroën ajoute encore un ingrédient. Une attention particulière à la sensation globale. Pas seulement les performances, pas seulement la consommation, mais ce que j'appellerais le goût du C4. L'ambiance lumineuse, la manière dont l'écran te regarde, la forme des sièges, le toucher, des plastiques, la posture de conduite. Ils veulent que, quand tu montes à bord, tu aies un microchoc. Ah, c'est différent. Et au moment où tout semble se stabiliser, où la voiture paraît prête, il arrive souvent cette scène invisible au grand public. La chasse aux dernières anomalies. Les petites choses qui rendent fou, un bruit derrière la planche de bord à 110 km/h, un grincement de siège, une vibration à un régime précis. Des détails minuscules qui, s'ils ne sont pas réglés, deviendront des histoires racontées au dîner. Tu sais, ma Citroën, elle fait un bruit bizarre. Dans cette phase, la voiture devient presque un être vivant. On l'écoute, on la soigne, on la corrige, on la surveille. Et parfois, on doit accepter l'imperfection. Parce qu'une voiture parfaite n'existe pas.
Il faut seulement que ses défauts soient supportables et que ses qualités soient mémorables. Et puis un jour, la décision finale est là. On lance. Les premières voitures sortent. Elles ont ce parfum unique des objets neufs, ce mélange de plastique, de colle, de tissu tendu, comme une promesse emballée. La création du C4, en réalité, n'est pas une simple histoire de designer et d'ingénieur. C'est une histoire de risque calculé, une histoire de compromis stylisé, une histoire où l'on choisit volontairement de ne pas plaire à tout le monde, parce qu'on veut être reconnu, et c'est peut-être là, déjà, que naît le futur culte. Dans cette obstination à mettre, au cœur d'une compacte de masse, une idée, presque insolente, cette idée que le quotidien mérite un peu de futur. Car le C4 arrive comme un objet qui a été fabriqué avec une question en tête. Comment rendre un trajet banal un peu moins banal? Et maintenant que la voiture existe, maintenant qu'elle quitte les usines pour entrer dans les rues, la partie la plus cruelle commence. Celle où ce ne sont plus les ingénieurs qui jugent, ce sont les gens, les vrais, ceux qui la salissent, ceux qui la rayent, ceux qui l'aiment, ceux qui la détestent, ceux qui en parlent au travail, ceux qui la vendent, ceux qui la revendront. Quand le C4 arrive sur la route, il ne débarque pas dans un monde neutre, il débarque dans un monde qui juge, dans un pays où la voiture n'est pas seulement un moyen de transport, mais un commentaire social roulant, et la première réaction, souvent, n'est pas la logique, c'est le réflexe. On le voit pour la première fois dans une vitrine de concession, sous des néons trop blancs. La carrosserie semble presque trop propre pour être vraie. Les gens tournent autour comme autour d'un animal nouveau, prudent, intrigué, déjà prêt à se moquer. Et puis ils ouvrent la porte, ils s'assoient, ils regardent devant eux, et là, il y a ce petit silence, ce micro-temps où le cerveau fait « Attends, c'est quoi ça ?» Parce que le C4 ne te salue pas comme une compacte habituelle, il te déstabilise, il te regarde. Son tableau de bord lumineux, sa mise en scène de l'information, cette sensation de cockpit qui tranche avec l'ordinaire, et immédiatement, deux camps se forment, pas sur Internet, pas dans des forums, dans la vraie vie. Au bureau, dans les familles, sur les parkings, il y a ceux qui disent « enfin quelque chose de moderne » et ceux qui répondent « c'est trop gadget, ça va mal vieillir ». Cette phrase « ça va mal vieillir », c'est une lame. En France, c'est presque un verdict. Parce que le Français n'achète pas seulement une voiture, il achète aussi sa capacité à survivre au regard des autres. Il n'a pas envie de devenir le gars qui, 5 ans plus tard, roule dans un truc chelou. Et pourtant, c'est là que le C4 commence à faire son œuvre. Il refuse de se laisser classer rapidement, il provoque des discussions, et une voiture qui provoque des discussions existe déjà plus qu'une voiture qui fait le job. Dans les premières semaines, les essais-presse tombent, les premiers clients racontent, les vendeurs répètent les arguments comme des prières, on entend parler de confort, de tenue de route, de sécurité, d'équipement. Mais ce qui revient toujours, comme un refrain involontaire, c'est « l'intérieur est spécial ». Spécial, c'est un mot diplomatique. Ça peut vouloir dire brillant, ça peut vouloir dire bizarre, mais ça veut surtout dire mémorable. Et pour une compacte, être mémorable, c'est presque indécent. Le marché, lui, n'a pas de sentiment, il a des chiffres. Mais les chiffres ne montent pas tout seuls. Ils montent quand les gens se reconnaissent dans un objet. Et le C4 trouve un public précis. Ceux qui veulent une voiture sérieuse, mais qui en ont marre des copies carbone. Ceux qui aiment l'idée d'un quotidien un peu futuriste, sans aller jusqu'à l'excentricité totale. Et surtout, ceux qui veulent une Citroën sans avoir à s'excuser. Parce qu'il y a une vérité cruelle. À cette époque, beaucoup de gens aiment Citroën en secret, mais ont peur du cliché, peur du français fragile, peur du voisin qui sait tout, peur du collègue qui lâche une blague sur l'électronique. Le C4 arrive comme une réponse. Une voiture qui a une identité forte, mais qui peut se défendre rationnellement. Une voiture qui te permet de dire « Je n'ai pas choisi ça juste parce que c'est différent, je l'ai choisi parce que c'est bien pensé ». Et très vite, le C4 se retrouve là où naît le culte. Dans le réel, dans la routine, dans la sueur des trajets. Un matin d'hiver, pare-brise gelé, un enfant qui pleure parce qu'il a oublié son cahier, une mère qui démarre, encore à moitié en pyjama sous le manteau, les essuie-glaces frottent, la radio crache une voix trop forte. Et dans cette scène banale,
La voiture devient un décor, un refuge, un outil. Et c'est là que l'affection s'installe. Pas dans les brochures, dans les jours de pluie. Le C4 devient la voiture des départs tôt et des retours tard. La voiture des autoroutes saturées. La voiture des parkings de supermarchés où les portières des autres s'ouvrent sans pitié. Il encaisse les coups de caddie, les rayures, les miettes. Il avale les kilomètres comme on avale des semaines, sans cérémonie. Et puis, il y a ces moments presque humiliants qui deviennent, avec le temps, des souvenirs tendres. L'odeur de sandwich oublié sous le siège, le gobelet de café qui se renverse et sèche en laissant une tache collante, la buée à l'intérieur quand il fait froid et que tu respires trop fort, la clim qui devient ton meilleur ami en juillet quand l'habitacle ressemble à un four. C'est là que le C4 commence à devenir français, au sens profond. Pas un objet parfait, mais un compagnon de vie imparfait, qui te connaît. Et plus il vit, plus il raconte une histoire. La réception du marché est un mélange d'adhésion et de scepticisme. Certains achètent immédiatement, séduits par la sensation de modernité, d'autres attendent, observent, comme on observe un nouveau restaurant. On va voir si ça tient. Et pendant ce temps, les voitures se multiplient dans la rue. On commence à en voir une devant l'école, puis 2, puis 10 sur le même trajet. Et alors arrive cette bascule invisible, le moment où une voiture devient une présence. À partir de là, le C4 n'est plus seulement un produit, il est un élément de paysage. Il apparaît dans les fils au péage, dans les rues en pente, dans les zones industrielles à la tombée du jour. Et quand une voiture devient paysage, elle commence à fabriquer de la nostalgie à l'avance. Mais le culte ne naît pas que de la présence. Il naît aussi des contradictions. Et le C4, évidemment, en apporte. Twist numéro 1. Ce qui fascine certains, agace d'autres. L'intérieur futuriste, les écrans, le volant particulier. Pour un conducteur, c'est le plaisir d'avoir quelque chose. Pour un autre, c'est une source de méfiance, comme si la voiture était trop intelligente, trop compliquée, trop électronique. Il y a des gens qui adorent le sentiment de modernité, et il y a des gens qui rêvent secrètement d'un bouton simple, d'une aiguille analogique, d'un monde où la voiture ne pense pas. C'est là que l'opinion publique fait son travail de cuisine. Elle transforme les détails en légendes. Le C4 devient une voiture dont on raconte des histoires, et la plupart de ces histoires ne sont même pas techniques. Ce sont des histoires de sensations, de petites manies, de petits défauts, de petites qualités qui deviennent des traits de caractère. La mienne, elle est douce sur la route. La mienne, elle a un intérieur super agréable le soir. La mienne, elle fait un bruit à froid, mais après ça va. La mienne, j'adore, mais je déteste le truc là. Chaque phrase commence par « la mienne ». Et ça, c'est important. Le C4 devient personnel. Et pendant que les propriétaires se l'approprient, la voiture se trouve un autre terrain de célébrité. La vente. Parce que ce modèle, en France, se vend comme une évidence dans une certaine catégorie de clients. Ceux qui veulent une compacte, bien équipée, confortable, assez moderne, sans monter trop haut en budget. Elle devient une candidate naturelle pour les familles, les jeunes actifs, les flottes d'entreprises, les artisans qui veulent quelque chose d'un peu plus bien qu'une voiture utilitaire pure. La conséquence est brutale. Le C4 se retrouve partout, mais pas de la même manière. Il y a le C4 propre, celui des débuts, encore brillant, traité comme un objet sérieux. Et il y a le C4 vécu, celui qui devient, au bout de quelques années, un cheval de bataille, celui qui traîne une remorque, celui qui transporte des cartons, celui qui a un siège arrière qui ne voit jamais de repose. C'est la même voiture, mais deux destinées sociales. Et là arrive un twist presque sociologique. C'est précisément parce qu'il devient un objet de masse qu'il gagne son potentiel culte. Parce que le culte français ne ressemble pas toujours au culte italien ou américain. En France, la voiture culte n'est pas forcément celle qui est rare. Souvent, c'est celle qui a été vécue par tout le monde, celle qu'on a connue de près, celle qui a fait partie de la vie collective. Le C4 devient l'un de ces objets partagés. On en a conduit un en location, on en a eu un comme voiture de société, on en a eu un dans la famille, on en a eu un comme première voiture sérieuse, et ce partage fabrique une mémoire commune. Mais une voiture ne devient pas célèbre seulement parce qu'elle est partout. Elle devient célèbre quand elle possède une scène
où elle se distingue, un moment où elle sort du flux. Et le C4, lui, trouve cette scène dans des détails du quotidien, presque ridicules, qui finissent par être puissants. La scène du soir, par exemple, beaucoup de conducteurs découvrent un plaisir inattendu. Rouler de nuit dans cette ambiance intérieure particulière, avec la lumière, des affichages, cette sensation d'être dans quelque chose de plus moderne que l'environnement. Il y a un côté capsule qui crée une intimité, et c'est une émotion très française. L'idée que la voiture est un petit salon mobile, un endroit où l'on peut être seul, ou avec quelqu'un, à l'abri du monde. Il y a aussi la scène de l'autoroute. Le C4 devient une voiture de vacances, celle qui va au bord de mer, celle qui monte vers la montagne, celle qui traverse le pays. Et les vacances, c'est un accélérateur de mémoire. Parce que tu te souviens de la route, tu te souviens de la musique, tu te souviens de l'odeur, tu te souviens des disputes et des rires. Et dans tout ça, la voiture n'est pas un objet neutre. Elle est la boîte noire de la famille. Et puis, il y a la scène du parking, plus cruelle. La voiture est confrontée au jugement esthétique. Et là, la version la plus controversée du C4 joue un rôle étrange. Elle devient un marqueur. Certains la trouvent franchement étrange, d'autres la trouvent audacieuse. Mais presque personne ne la trouve invisible. C'est une voiture qui force une réaction, et une réaction, même négative, crée une mémoire. Alors le C4 commence à être connu pour son arrière, son style, son intérieur, son volant, son truc futuriste. C'est exactement ce que Citroën voulait, qu'on l'identifie par des éléments concrets, qu'il ne soit pas une silhouette anonyme. Mais la célébrité a toujours une face sale. Et voici la partie où l'histoire devient plus mordante. Une fois que la voiture est sur la route, elle est livrée à la vie réelle, aux pannes, aux caprices, aux coûts d'entretien, aux petits défauts qui deviennent des discussions enflammées, et ce sont ces défauts qui, paradoxalement, fabriquent un culte particulier. Le culte de l'attachement malgré tout. Parce que dans beaucoup de familles françaises, on ne jette pas une voiture au premier problème. On la discute, on la soigne, on se plaint, on continue. Et cette relation, parfois, ressemble à une relation amoureuse. Tu la critiques, mais tu ne supportes pas qu'un autre la critique. Il y a des propriétaires qui tombent sur des ennuis électroniques et qui jurent qu'ils n'achèteront plus jamais. Et puis, des années plus tard, ils racontent quand même avec un sourire « Ah, mais qu'est-ce qu'elle était confortable !» Le C4 devient l'un de ces objets qui divisent, mais qui laissent un goût, et c'est là, au milieu de cette contradiction, que naît la vraie célébrité. Le C4 devient un symbole d'une certaine modernité française des années 2000. Pas la modernité froide et premium, une modernité accessible, presque populaire, avec ses petites folies et ses petites fragilités, une modernité qui essaye, qui ose, qui se trompe parfois, mais qui refuse la fadeur. Au fil des années, le marché de l'occasion joue un rôle énorme. Les C4 commencent à changer de main. Et là, la voiture vit une deuxième vie. Elle devient la voiture des budgets serrés, des jeunes conducteurs, des familles qui veulent une compacte équipée sans exploser le portefeuille. Et quand une voiture devient une bonne affaire sur le marché de l'occasion, elle s'infiltre encore plus dans la société. Elle devient un objet populaire au sens littéral, un objet du peuple. Et c'est dans cette seconde vie que la légende se renforce. Parce que ces propriétaires-là, souvent, vivent la voiture de manière intense. Ils bricolent, ils réparent, ils apprennent, ils connaissent la voiture par cœur, ils la vivent avec ses défauts. Ils développent une relation presque intime avec elle. Tu peux entendre des phrases très françaises, très vraies. « Elle m'a fait des misères, mais elle m'a jamais laissé tomber au mauvais moment. » Ou l'inverse, « Elle est super quand elle marche, mais quand elle décide non, c'est non. » Dans les deux cas, la voiture est personnifiée. Et lorsqu'une voiture devient un personnage, elle devient culte. Un autre twist intervient avec la perception du design au fil du temps. Ce qui semblait trop futuriste, au départ, devient, quelques années plus tard, une signature nostalgique. Les détails intérieurs qui paraissaient gadgets deviennent des marqueurs d'époque. Les gens commencent à dire « ça, c'était les années 2000 ». Et cette phrase, c'est presque une naissance officielle du patrimoine. À ce moment-là, le C4 n'est plus seulement comparé aux voitures neuves. Il est comparé à un souvenir, et un souvenir est souvent plus indulgent
Il gomme les défauts et garde les sensations. On se souvient de la lumière intérieure, on se souvient de la manière dont il avalait la route, on se souvient de ce sentiment de modernité accessible. On se souvient même des petits agacements, mais comme d'un trait de caractère, pas comme d'un défaut technique. Et c'est ici que la voiture devient célèbre d'une façon très particulière. Elle n'est pas un mythe de performance. Elle n'est pas une supercar. Elle est un mythe du quotidien. Une voiture que la France a conduite en masse, dans les conditions réelles, avec la pluie, les grèves, les périphes, les départs, en vacances, les retours tardifs. Un jour, tu te rends compte que tu peux raconter une époque en citant les voitures qu'on voyait partout. Et le C4 est l'une de ces voitures. Il devient un marqueur visuel et émotionnel de la France des années 2004-2010. La France qui cherche la modernité, mais qui n'a pas envie d'abandonner sa manière de vivre. La France qui veut être pratique, mais qui veut aussi, secrètement, être un peu différente. Et puis arrive l'instant où le C4 est tellement intégré au paysage qu'il devient presque invisible. Jusqu'au jour où tu n'en vois plus autant. Et là, ton cerveau te fait un truc étrange. Il regrette. Tu te surprends à repérer un C4 dans la rue, comme on repère une chanson de jeunesse à la radio. Et tu te dis « Ah, celui-là !» Et parfois tu souris. Et parfois tu te rappelles un détail idiot. Une odeur, une musique, une dispute, un baiser, une nuit de pluie, un trajet interminable. La voiture n'a pas fait ces moments, mais elle était là, elle les a contenus. C'est comme ça qu'il devient célèbre. Pas par une affiche géante, pas par une phrase marketing, par l'accumulation silencieuse de vies ordinaires. Et maintenant, après cette célébrité vécue, après cette présence dans la rue et dans la mémoire, une dernière tension s'installe, plus lente, plus profonde. Qu'est-ce que ce C4 a vraiment laissé derrière lui? Qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qu'il a transmis, non seulement à Citroën, mais à l'idée même d'une compacte française? Parce qu'une voiture culte ne devient vraiment culte que lorsqu'on commence à mesurer son héritage. Il y a un moment précis, presque cruel, où une voiture cesse d'être nouvelle dans la tête des gens. Elle passe de l'actualité à l'habitude, puis de l'habitude au souvenir, et c'est là, dans ce glissement, qu'on comprend ce qu'elle a vraiment laissé. Pas ce que disait la brochure, pas ce que promettait la publicité, ce qu'elle a contaminé. Le C4 première génération a contaminé la route française avec une idée simple et pourtant risquée. Une compacte peut être un objet de masse et garder un geste d'auteur. Elle peut être rationnelle dans l'achat et émotionnelle dans l'usage. Elle peut avoir des défauts et malgré tout s'imprimer dans la mémoire collective ce qu'il a apporté à l'industrie. D'abord, ce n'est pas une seule invention révolutionnaire qui aurait tout changé. C'est plus subtil. C'est un ensemble d'audaces placées au bon endroit, comme des aiguilles dans un tissu. Tu ne vois pas toujours l'aiguille, mais elle tient toute la couture. La couture la plus visible, c'est l'idée de cockpit accessible. Avant, beaucoup de compacts te recevaient comme un couloir, fonctionnel, neutre, sans mise en scène. Le C4, lui, te recevait comme une pièce. Il avait une ambiance. Il insistait sur la perception du conducteur, sur la manière dont l'information te parvient, sur la sensation de modernité. Cette obsession a encouragé, directement ou indirectement, un mouvement plus large dans l'industrie. Rendre les intérieurs plus expérientiels. Plus d'écran, plus d'éclairage, plus de scénographie. Aujourd'hui, ça paraît normal, presque inévitable. À l'époque, dans une compacte grand public, ça faisait grincer des dents. Mais là où l'héritage est vraiment intéressant, c'est que le C4 a montré quelque chose aux constructeurs français eux-mêmes. On peut oser sans être réservé à une niche. Tu peux avoir une signature, même sur une voiture vendue à des centaines de milliers d'exemplaires. Et cette idée est dangereuse, parce qu'elle rappelle au public ce qu'il attend inconsciemment de Citroën. Pas seulement de la rationalité, mais une différence assumée. Le C4 a aussi laissé une trace dans la manière dont on parle des voitures françaises. Avant lui, la critique la plus facile, la plus paresseuse, c'était « c'est banal » ou « c'est fragile ». Avec le C4, une troisième catégorie a repris de la place. C'est bizarre, mais c'est intelligent. Ce n'est pas un compliment propre. C'est un compliment français, un compliment qui contient une grimace et un sourire. Et c'est précisément ce mélange qui crée le culte. L'ambivalence.
Sur le plan du design, l'héritage est encore plus tangible. Le C4 a participé à cette époque où Citroën tentait une ligne plus sculptée, plus expressive, plus marquée. Il a rappelé que la silhouette pouvait devenir un sujet, qu'on pouvait reconnaître une compacte à son arrière, à sa posture, à sa signature lumineuse, et surtout, il a prouvé que le design, même discuté, peut être un avantage. Une voiture trop consensuelle vieillit souvent sans devenir un souvenir. Une voiture discutable devient une référence, une date, une empreinte. Le twist, c'est que beaucoup de gens n'admettent l'empreinte qu'après coup. Quand il était neuf, certains le trouvaient trop futuriste, trop artificiel. Des années plus tard, ces mêmes personnes le regardent avec une douceur inattendue, comme on regarde une vieille photo d'une coupe, de cheveux ridicules. Tu souris parce que c'était toi, parce que c'était l'époque, parce que c'était une audace qu'on n'oserait plus. Aujourd'hui, de la même manière, et dans l'industrie, l'époque a changé. Les compacts ont glissé vers un langage plus universel, plus lissé, plus globalisé. Les formes se sont rationalisées, les intérieurs sont devenus des écrans sur roulettes. Et dans ce paysage, le C4 première génération apparaît presque comme un fossile d'une période où l'on cherchait encore une modernité avec une personnalité, pas une modernité standardisée. Son héritage, c'est aussi cette leçon. La technologie n'est pas seulement une liste de fonctionnalités, c'est une sensation. C'est une dramaturgie, l'affichage, l'ergonomie, la lumière, la position des commandes. Tout ça raconte une histoire. Le C4 a raconté l'histoire d'une France qui voulait se sentir un peu en avance, même sur un trajet banal. Et puis, il y a un héritage plus intime, plus social. La relation des Français à leur voiture de tous les jours. Le C4 a été une voiture de vie, et quand une voiture devient une voiture de vie, elle laisse derrière elle des traces invisibles. Des souvenirs de vacances, des trajets de nuit, des conversations, des moments humiliants, des petits drames, des petites joies. C'est un héritage qui ne se mesure pas en innovation, mais en mémoire partagée. La preuve, c'est ce que tu entends encore aujourd'hui quand le C4 est évoqué dans une discussion entre Français. Ce n'est pas « Ah oui, tel moteur, telle fiche technique ». C'est plutôt « Ah, le tableau de bord là. Ah, le volant bizarre, j'adorais, je détestais. Ah, super confortable sur la route. Ah, l'ambiance la nuit, c'était quelque chose. » Ce sont des phrases qui parlent d'expérience. Et quand l'expérience devient la première chose dont on se souvient, c'est que l'objet a dépassé sa fonction. Dans l'héritage de Citroën, le C4 a joué un rôle de pont. Un pont entre l'obsession historique de la marque pour l'originalité et les contraintes modernes du marché. Il a tenté d'être grand public sans se trahir. Et même si tout n'a pas été parfait, ce pont a existé. Et il a inspiré la suite. L'idée que Citroën peut mettre de la mise en scène. Dans des modèles accessibles, qu'elle peut offrir une ambiance, une identité, pas seulement un moyen de transport, mais l'héritage le plus étrange, c'est celui qui tient dans une émotion presque contradictoire. Le C4 a donné aux Français une voiture sur laquelle ils peuvent se disputer et se reconnaître. Parce que la France aime les objets qui divisent, les fromages qui sentent fort, les films qui dérangent, les débats sans fin. Et dans la voiture, c'est pareil. La voiture culte française n'est pas toujours celle qui met tout le monde d'accord. C'est souvent celle qui provoque un « oui », mais « oui ». C'était confortable, mais certains détails m'énervaient. Oui, c'était moderne, mais je ne sais pas si je referais ce choix. Oui, c'était spécial, mais c'est pour ça que je m'en souviens. Ce oui, mais c'est presque une signature culturelle. Et le C4 est devenu une petite sculpture de ce oui, mais il y a aussi l'héritage dans la rue, celui qu'on voit quand on ouvre les yeux. Les C4 survivants, un peu fatigués, un peu rayés, encore vaillants, qui continuent à rouler parce qu'ils ont été conçus pour ça. Ils sont parfois entre les mains de jeunes conducteurs qui n'étaient même pas adultes quand la voiture est sortie. Et c'est là que se joue une dernière transformation. Le C4 devient une voiture d'apprentissage, une voiture de seconde vie, une voiture de liberté accessible. Et quand une voiture devient un outil de liberté pour une nouvelle génération, elle gagne une forme de respect tardif. Pas le respect des collectionneurs en gants blancs. Le respect de ceux qui ont besoin qu'une voiture démarre,
qu'elle transporte, qu'elle protège, qu'elle continue. C'est presque ironique. Une voiture née avec une ambition de modernité devient, 15 ou 20 ans plus tard, un objet de résilience. Et à ce moment-là, le culte est complet. Parce que la voiture a traversé 3 âges. L'âge de la nouveauté, où elle choque et intrigue, l'âge de la maturité, où elle sert et s'installe, l'âge du souvenir, où elle devient un symbole. Le C4 première génération est culte en France, non parce qu'il serait parfait, mais parce qu'il est un condensé de la manière française de concevoir et de vivre une voiture, un mélange de rationalité et d'audace, de confort et de caprice, de critique et d'attachement. Et si tu veux la définition la plus simple de son héritage, elle tient en une image, une nuit d'hiver, une route humide. Un C4 passe, ses feux tracent une ligne dans le noir. À l'intérieur, la lumière des affichages dessine un petit monde. Le conducteur est fatigué, le siège est un peu usé, une vieille odeur de café traîne peut-être encore. Ce n'est pas glamour, c'est même un peu répugnant, si tu y penses vraiment. Une machine qui absorbe la sueur, la poussière, les miettes, les années. Et pourtant, c'est exactement ça, la beauté. Une beauté quotidienne, une beauté française, celle d'un objet imparfait qui a servi, qui a osé, qui a marqué. Et quand tu croises encore un C4 de cette génération sur une route française, tu as parfois cette réaction étrange. Tu ne le regardes pas comme une vieille compacte. Tu le regardes comme un petit morceau d'époque qui roule encore, un morceau d'une France qui voulait être moderne à sa façon, et qui, pendant quelques années, l'a été, à travers une voiture qui ne s'excusait pas d'avoir du caractère,